bonjour. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Ravie de vous accueillir ici, ravie de voir des visages connus et reconnus. C'est l'édition de e-marketing Paris que vous connaissez bien qui fête ses 20 ans cette année. Donc nous sommes ravis de vous accueillir. Comme me disait mon hôtelière ce matin au petit déjeuner, l'e-marketing, ça change beaucoup et on a besoin de se tenir au courant très régulièrement. Elle ne savait pas que j'organisais les conférences, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est vrai, vous faites bien de venir. Vous faites bien de venir vous renseigner aussi bien sur ces conférences plénières que celles qui sont à côté dans les ateliers, mais également d'aller voir tous les exposants qui sont là et qui ont beaucoup d'informations à vous passer très concrètes et de solutions, notamment sur les réseaux sociaux. On a parlé réseaux sociaux hier, on va parler database demain, cet après-midi, pardon, d'innovation demain matin et d'e-commerce demain après-midi. Mais ce matin, nous parlerons de la viralité, de l'influence, des sujets super important, notamment pour les marques. Et pour ce faire, j'ai invité un plateau de rêve. Je vais vous demander de les applaudir. Je vais les inviter à nous rejoindre sur scène. Et pour commencer, Christelle Aignon, qui est la directrice du digital de la marque L'Occitane au niveau mondial. Merci de l'applaudir. Bienvenue, Christelle. Oui, mets-toi là. Comme ça, je vais changer les petits panneaux. Surtout que Christelle a un petit appel à faire avec New York, non, c'est l'Asie. Avec l'Asie tout à l'heure à 11h15, donc elle s'absentera quelques minutes. Je vais appeler maintenant notre deuxième intervenante, puisque nous avons un plateau tout à fait bien équilibré, gender balance, 2 hommes, 2 femmes. Donc Anne Griffon, qui est la directrice de l'innovation et du marketing du groupe Château-Forme. Merci de l'applaudir. Assis-toi, voilà, c'est très bien. Et puis, comme vous êtes tous sur les réseaux sociaux, j'imagine, vous avez peut-être un compte Twitter. Qui a un compte Twitter dans la salle? Ah oui. Qui a un compte Instagram? Une grande majorité. Un compte Facebook? À peu près tout le monde. Qui n'en a pas? Parce que je vois certaines mains. Voilà. Très bien. Bonjour madame. Vous êtes le phénomène particulier. Nous irons vous interviewer tout à l'heure. Si vous êtes sur Twitter, c'est immanquable. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux avec un intérêt particulier, c'est immanquable. Vous les connaissez certainement. Alban Jarry et PPC. Je vais vous demander d'applaudir Alban Jarry qui arrive et qui est le plus gros influenceur du salon. Puisque Alban a 64 000 followers, en termes de quantité, c'est important, en termes de qualité, il va nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais spécialisé sur le B2B. Et la voix qui nous fait vibrer tous les matins à 7h35, qui est sur les amateurs, bien sûr, des innovations et des termes un petit peu barbares. Je vous demande d'applaudir l'auteur de Bonjour PPC, PPC. Donc PPC lui-même, en chair et en os, nous a rejoints. Il est là aujourd'hui. Et ce n'est pas un mythe. Hi Chantal. Chantal TV aussi nous rejoint, une des plus grands influenceurs de la toile. Hello! Sur Periscope, qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui a 250 000 followers. Donc là, on est bien entouré. Je pense qu'on peut commencer avec un plateau d'experts. Petite recommandation, aujourd'hui vous avez la chance d'avoir un livre sur l'influence marketing qui sort pour le salon, que vous pouvez trouver sur le stand édition Kawa, donc D4, mais également, et l'auteur est pas loin, Bruno Frilansky, sur LinkedIn. Donc vous pouvez aussi aller les consulter. Et l'auteur de Go Live est avec nous, PPC, le co-auteur, puisqu'ils sont 4, ou 3 plutôt, avec Benoît Descaries et Damien Douany, donc, qui ont écrit ce livre immanquable pour en savoir plus sur les vidéos YouTube. Sans plus tarder, je vais leur demander quelques informations pour que vous puissiez mieux les connaître. Donc en premier, je voudrais savoir, Christelle, tu peux prendre le micro qui est devant toi. Qu'est-ce qu'il en est de l'influence dans ton organisation au niveau de l'Occitane? Est-ce que c'est un sujet qui est porté par le marketing, la communication, le digital, l'IT? Et qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'importance de l'utilisation sur une note de 1 à 5? Comment l'utilisez-vous? Est-ce que c'est devenu 5 incontournable ou juste un usage comme basique?
Bonjour à tous. Donc l'Occitane, la première question c'était marketing, e-commerce, IT ou autre. En fait, chez l'Occitane, le sujet de l'influence se répartit de façon assez égale entre le e-commerce et le marketing et communication. Voilà, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est son utilisation. En fait, c'est assez différent d'une zone à l'autre. Vous savez que l'Occitane, c'est 90 pays, 3000 boutiques à travers le monde. Une grande influence au Japon, en Chine et autres. Donc évidemment, dans ces pays, notamment au Japon, on a plus de 17 000 followers sur Line. Donc là, je dirais qu'on est à plus qu'à 5 avec vraiment un CRM qui est aujourd'hui utilisé sur les réseaux sociaux. Sur l'Europe, je dirais qu'on est à 3 et aux US à 4. Très bien. Donc en fait, on est un petit peu à la traîne en Europe si on voit ça. Mais c'est ce qui se confirme d'ailleurs sur l'utilisation des super apps. On voit très bien que notamment WeChat lead the way, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est eux qui ont la meilleure exposition en termes d'utilisation. Et Facebook copie avec Messenger leur app. Merci, on verra dans le détail tout à l'heure ce qu'il en est. En ce qui concerne donc Groupe Château Forme, où est-ce que vous en êtes de l'influence en général ? Alors, l'influence, chez nous, c'est, on va dire, 5 sur 5. Peut-être pas l'influence comme vous allez l'entendre, puisque moi, je vais jouer un peu le rôle de contrepoint ce matin. Et en fait, bon, je vais quand même préciser, pour ceux qui ne connaissent pas Château Forme, c'est une marque qui existe depuis un peu plus de 20 ans. Dans le B2B, on accueille des séminaires d'entreprise et des événements. Et en fait, cette marque est le fruit d'une frustration. En fait, la personne qui a créé ça souffrait de ne pas pouvoir animer correctement ses séminaires dans les hôtels. Et donc, il était professeur en marketing et avait un collège, on va dire, d'animateurs et de professeurs autour de lui. Et donc, assez naturellement, il a créé son groupe d'influenceurs. Il a créé des lieux totalement dédiés à l'accueil des séminaires et des événements d'entreprise. Et il a basé tout son marketing sur « si j'ai des clients heureux, ils sauront en parler et je décide de ne faire aucune publicité sur ma marque ». Donc la seule publicité qui existe pour Château Forme, ce sont ses clients au sens large, les clients étant à la fois les animateurs et les participants qui vont venir vivre un moment chez Château Forme avec nous. Donc c'est dans l'ADN de Château Forme, on l'a compris. Alban Jarry, le chevalier blanc des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il en est de l'influence dans ton activité ? Point d'interrogation. Je crois qu'avant de parler d'influence, il faut aussi parler au cours des dernières années, de l'impact du numérique dans nos relations humaines et comment finalement ces phénomènes se sont intégrés. Il y a quelques années, on disait que pour rencontrer quelqu'un dans le monde, il fallait 6 poignées de main. Avec les réseaux sociaux, avec le numérique, aujourd'hui, il faut 2 poignées de main. Donc si vous voulez rencontrer Barack Obama, il vous faut 2 intermédiaires. Après, la difficulté ne va pas être de trouver ces intermédiaires, mais bien d'avoir le discours adéquat par rapport à la personne que vous souhaitez rencontrer, et dans une relation extrêmement humaine, et de l'intérêt que vous allez pouvoir générer qui va faire que vous allez pouvoir rentrer en relation avec Barack Obama. Donc la probabilité est très faible, mais c'est possible. En tous les cas, ce n'est pas dans une notion d'influence ou de discours, etc., qu'on va retrouver cette mise en relation, mais bien dans l'impact entre les humains et dans le choix des discours qu'on va avoir qui vont faire que de la visibilité va s'obtenir. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'à l'époque de la préhistoire, on était dans des villages très séparés, très isolés, avec des faibles liens de communication. Plus on va avancer dans l'histoire de l'humanité, plus on va passer de structures très verticales et très descendantes en termes d'information, et finalement avec des pouvoirs très très forts, vers de plus en plus de schémas démocratiques et de partage de l'information. Et aujourd'hui, dans ces phénomènes d'influence, dans ces phénomènes de réseaux sociaux, on voit qu'on est dans l'hyperconnexion, dans l'hyper-possibilité d'arriver à avoir des liens les uns avec les autres. Et c'est cette exploitation finalement de ces réseaux, mais sous toutes les formes, parce qu'on va beaucoup parler des réseaux sociaux, mais la presse est effectivement aussi très très importante dans ce système-là, où toutes les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, par exemple, celles qui sont dans les réseaux sociaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, vont pouvoir relayer de l'information. Et c'est cette masse d'information, c'est cette masse de communication qui va faire qu'à un moment donné, il peut ou pas y avoir de l'influence. Alors, vous allez relayer l'information tout de suite, je vais vous demander de faire tous une petite photo et de la
postée avec le hashtag EMKTP 2019 et notre meilleur profil. Un petit sourire. Allez-y pour la photo. 1, 2, 3. Cheese. Merci beaucoup. C'est un exercice pratique en direct. On va voir l'influence parce que nous aussi, on mesure comment on dit ça déjà, la pertinence digitale, en tout cas le fast tracking, on le fait sur les réseaux sociaux et le social listening, et il faut bien mettre le hashtag EMKTP 2019, s'il vous plaît. Donc PPC. Bonjour. Quel est le rôle de l'influence dans ton activité et comment tu te positionnes effectivement sur une note de 1 à 5, mais tu n'as pas le droit de dire 10? J'aurais aimé dire 10 ou 5 avec des émojis plutôt. C'est parce que je pense que l'émotion est aussi importante. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis Chief Digital Evangelist dans un grand groupe bancaire. Je suis blogueur depuis 2005, YouTuber depuis 2007. Je fais du live stream. J'ai découvert un truc qui m'a fait un choc de dingue, c'est de dire qu'on peut faire les contenus en direct avec l'audience. Donc, quand des choses comme Periscope, Facebook Live et YouTube Live sont sorties. Donc là, je me dis, ça change tout. C'est-à-dire que c'est la capacité à amener son audience à écrire le contenu en temps réel. C'est pour ceux qui ont fait un peu de com ou qui en font encore, ça change beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que c'est le temps réel. Donc ça, c'est très important et ça m'a appris plein de choses. Et donc, pour moi, le sujet, c'est de faire de l'utilisateur à l'utilisateur, de l'auditeur ou du conso-acteur vers le consommateur. Ça, ce sont des choses que j'essaie de faire tous les matins. Donc, j'ai fait ces différentes phases, un peu comme vous tous, les blogs, YouTube, plus le live. Et puis, depuis début septembre, je me suis lancé dans un truc un peu fou qui s'appelle un podcast en direct chaque matin. Je l'ai fait chaque matin parce que au départ, je voulais le faire une fois par semaine et j'ai eu peur de ne pas tenir le rythme. De trouver une excuse pour dire il ne faut pas le faire, tu as un truc qui t'empêche de le faire, donc je me suis dit je vais le faire tous les matins, au moins comme ça je suis sûr de tenir le rythme. Et je le fais avec un truc assez rigolo, c'est à peu près, il y a 200 personnes en direct, un peu ce qu'on a là. Et là, je viens de prendre un choc ce matin en disant en fait, c'est comme si vous étiez tous là tous les matins à 7h35 et que vous aviez tous le micro et vous puissiez tous donner votre avis. Et puis c'est vous qui allez choisir le sujet du lendemain, parce que moi j'en sais rien. Donc il est tombé ce matin vers 7h58. Demain on parlait d'un truc qui s'appelle les Smobies. Vous savez, c'est le smartphone. C'est des gens qui sont totalement accros au smartphone et qui marchent dans la rue en regardant leur truc. Et donc le principe, c'est d'aller vers l'audience. Et ça, je pense que c'est même plus une notion d'influence. C'est d'être en total raccord et le plus près possible avec son audience. Donc moi, c'est ça. Donc l'influence, je mets 5. Voilà. 5. Tu es raisonnable. Tu n'es pas sorti du cadre. Mais c'est le plus important. Une petite chose avant de continuer. Nous aussi, on est conversationnel. Pas aussi interactivement que sur Bonjour PPC, mais vous pouvez vous poser toutes vos questions. Regardez sur les tableaux, c'est écrit à droite et à gauche, au 06 44 64 69 00. Vous pouvez poser vos questions et je les recevrai ici. Et en fonction du temps de parole, on pourra les poser à nos super speakers. Sans plus tarder, donc, on va passer à une explication plus approfondie de l'Occitane. Je laisse la parole à Christelle. Alors, Christelle qui a un parcours assez exemplaire parce que non seulement elle a travaillé dans les meilleures sociétés de marketing direct, et notamment on peut citer des éditions comme les éditions Harlequin. Ne rigolez pas, Harlequin c'est aussi un blockbuster du marketing, et également chez Petit Bateau, donc récemment, très récemment même, et ton expérience l'Occitane vient compléter ce parcours idéal. N'exagérons rien. Mais c'était chouette quand même. Et puis j'ai travaillé aussi pas mal d'années dans le groupe Yves Rocher, en fait, auquel appartient Petit Bateau. Et auquel on a aussi un fier représentant avec Philippe Hervieux qui est dans la salle. Pas très loin. Donc, juste avant de commencer, comment utilise-t-on les réseaux sociaux et pourquoi chez l'Occitane ? Effectivement, la première raison, c'est une raison de dialogue et d'échange avec nos clientes et les personnes qui sont intéressées par la marque.
Et ça, dans tous les pays en fait, que j'ai cités tout à l'heure, et principalement, en effet, beaucoup au Japon avec le réseau social Line, hein, qui est celui qui écrase tout le monde, et en Chine, évidemment, avec WeChat. Sur les pays ouest, on est plutôt autour d'Instagram et de Facebook, à l'exception du Brésil, qui est aussi beaucoup sur WeChat. On l'utilise en fait de 3 manières. La première, c'est effectivement pour inviter nos clientes au voyage, puisque l'Occitane, c'est avant tout la Provence, avec tout ce qu'elle a de rêvé et d'attractif dans le monde. Et donc, c'est la communication autour de cette Provence, de ses producteurs, de tout ce qui est univers et lifestyle provençal, et avec évidemment des retours de nos clientes autour de ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est la communication sur nos produits. Et enfin, il y a un sujet très important qui est la communication sur nos engagements. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est une première communication qu'on a réalisée cet hiver avec l'UNICEF autour d'une bougie, qui est donc la bougie de Noël. Et on a proposé aux collaborateurs de l'Occitane de faire en fait des stories pendant certaines nuits du mois de décembre, d'utiliser leurs photos enfants, et de en fait l'envoyer sur les réseaux sociaux de façon à ce qu'on puisse à la fois communiquer sur la marque par l'intermédiaire des collaborateurs. Donc ça, c'est une opération qui a eu un franc succès parce qu'elle était à la fois avec nos collaborateurs et à la fois elle parlait des engagements et de la fierté des engagements de la marque. Donc c'est les collaborateurs, ce sont tous les vendeurs en magasin et les vendeurs en magasin, c'est les collaborateurs du siège et c'est tous les gens qui sont sur les plateformes logistiques et autres. Donc qui deviennent des ambassadeurs des ambassadeurs de la marque. Et quel était leur réseau social principal ? C'était principalement Instagram. D'accord. Alors le deuxième sujet, on est aussi autour de nos collaborateurs. En fait, c'était au moment de la journée de la femme aux US. La marque s'est beaucoup engagée autour de l'empowerment au féminin en mettant en scène, à travers les boutiques, mais aussi à travers les réseaux sociaux, les femmes collaboratrices de la marque. Et en fait, on a eu beaucoup de succès autour de ça. Le site internet en parlait, tout le monde en parlait, et ça a été évidemment très dévoilé et partagé sur les réseaux sociaux, non seulement encore une fois autour de nos collaboratrices, mais aussi de nos consommatrices. Donc ça, vous voyez du trafic en magasin qui vient de cette action ? On a vu du trafic en magasin, le trafic en magasin chez l'Occitane, vous savez, il est issu de plusieurs sujets, à la fois du média, de ce qu'on fait autour du travail sur nos clientes en CRM. Donc il y a eu du trafic, mais un trafic qui n'était pas forcément lié à cet événement. C'est plutôt, là, c'est vraiment le capital sympathie de la marque et puis aussi la fierté d'appartenir qui était partagée. Et enfin, j'ai une dernière expérience un peu plus amusante que celle-là, même si celle-là était très intéressante, que je vais vous présenter sur le Japon. On a sorti il y a quelques semaines une gamme bébé au karité, hein, le karité qui est un des ingrédients phares de la marque. Et on a organisé une opération à Tokyo avec des mamans et des influenceuses. Et l'idée, c'était d'apprendre à masser les bébés. Donc on a évidemment fait tout cet événement avec des spécialistes pour apprendre à masser les bébés. Et puis derrière, évidemment, il y avait des photobooths pour prendre à la fois les mamans et les bébés. Et derrière, on a eu un succès sur les réseaux sociaux qui a été phénoménal, où en fait, toutes les mamans ont posté les images de leur bébé. Et évidemment, on leur avait offert un décor idéal de façon à ce que la marque puisse être aussi mise en avant. On aurait pu apprendre à masser les papas aussi, ça marcherait bien, non ? Exactement, mais le produit était plutôt pour les bébés. La dernière opération dont je voulais vous parler, on en a parlé abondamment avec Cécile, c'est une opération qui a eu lieu en Chine il y a quelques mois. On a lancé un sérum, non pardon, c'était pas du tout un sérum, on a lancé un parfum, on a lancé un parfum pour les jeunes filles.
Et en fait, on a travaillé avec un influenceur extrêmement célèbre. Vous savez, en Chine, il y a des boys bands avec donc des jeunes hommes magnifiques. Et donc, on a travaillé avec ce jeune homme qui a un nombre de followers très, très conséquent. Et on a décidé donc de travailler avec lui, de collaborer avec lui sur ce lancement de parfum. Donc sur WeChat. Le succès a été au-delà de toute attente. On a eu des ruptures de stock, etc., etc. Donc c'était super. On a recruté énormément de nouvelles clientes à la marque. Donc c'était vraiment une opération somptueuse. Comme ça peut marcher très très bien en Chine. Ça peut marcher extrêmement bien en Chine. Le royaume des influenceurs très très bien payé en fait. Hein. Et alors, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que effectivement, on est allé chercher, on a acquis de la notoriété, on est allé chercher beaucoup de nouveaux clients. Et la question, le question mark d'ensuite, c'est comment est-ce qu'on fidélise ces clients. Et là, il faut que la marque soit prête. Il faut que on puisse aussi continuer à les cibler, à discuter avec elles à travers les réseaux, mais aussi à proposer des choses qui vont faire qu'elles vont finalement venir dans la marque et y rester. Et ça, c'est la question qu'il faut poser à chaque fois qu'on a des grosses opérations comme celle-là. C'est OK, c'est super pour faire des coups, mais derrière, il faut qu'on réussisse à fidéliser ses clientes à la marque. Et c'est tout le job en fait que je réalise aussi sur le CRM aujourd'hui. Oui, donc la conclusion, c'est on peut utiliser un influenceur en Chine, c'est très très bien, mais attention à bien penser dès le départ dans l'opération à faire revenir en magasin ou faire revenir sur l'achat. Et petite question pas préparée du tout, est-ce que vous avez un bouton shopping depuis Instagram ? Non, on l'a. Alors oui, aux États-Unis, on l'a pas encore en Europe. Peut-être en guise de petite conclusion. Enfin, s'il y avait deux choses que j'aurais envie de dire, c'est qu'effectivement, on a les influenceurs aujourd'hui, qu'ils soient petits ou grands, sont majeurs pour notre marque. Mais les influenceurs, c'est aussi nos clientes. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux, c'est avant tout la voix de nos clientes aussi. Enfin, j'ai parlé beaucoup de communication, mais je pense que c'est aussi une formidable caisse de résonance pour nos clientes et pour les écouter et aussi pour aller finalement diffuser leur discours dans toutes les équipes de la marque L'Occitane. Voilà. Parfait, très bien. Bon, le message est bien clair. Donc, on vous souhaite de bien continuer avec notamment une approche omnicanale. Merci beaucoup. On passe maintenant la parole à le groupe Châteauforme. Et donc, Christelle, si tu as besoin de nous quitter, vas-y. Mais tu reviens. Après ton appel à l'influenceur en Asie, savoir s'il peut faire une opération numéro 2. Et pour ne pas laisser la chaise vide, je vais prendre la place de Christelle. Donc, qu'est-ce qu'il en est chez vous, Châteauforme ? Alors, on va revenir à des choses un peu plus confidentielles. Châteauforme, c'est que l'Europe, mais j'ai envie de dire c'est déjà pas si mal. Donc, on a nos 70 maisons en Europe. Et en fait, on va revenir au basique. Je vous disais, effectivement, on est né d'une frustration. Aujourd'hui, vous avez trouvé un certain nombre de lieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite de notre aventure est basée sur le bonheur de nos talents. Notre raison d'être, ça peut paraître un peu bisounours quand on le dit comme ça, mais c'est une réalité, c'est de donner du bonheur à nos clients. Et donc la raison d'être de nos talents tous les jours, les talents sont les collaborateurs, c'est de se lever le matin et d'avoir envie de faire plaisir. Le credo de notre animateur, de notre président, c'est de dire si mes talents sont heureux, mes clients seront heureux et accessoirement mes investisseurs seront heureux. Et donc assez naturellement, on va partir de cette base-là pour animer notre communauté. Donc aujourd'hui, on a mis des mots là-dessus, on appelle ça l'employee advocacy, mais voilà. Donc on va dire le faire de manière un peu moins théorique et lancer un programme tous ambassadeurs et dire puisque chaque matin vous êtes content de vous lever, vous êtes content de faire vivre cette expérience à nos participants avec nos animateurs, eh bien partagez-le. Donc on va leur donner évidemment quelques outils parce que
tous ont envie de s'exprimer, mais tous ne sont pas naturellement à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc on va leur donner un certain nombre d'outils pour pouvoir le faire, mais on va partir de là. La deuxième chose pour gérer cette influence 2.0, puisque comme vous l'avez compris, l'influence, elle s'est toujours faite très naturellement chez nous. On a essayé de le matérialiser ou de mettre des chiffres là-dessus. En regardant nos chiffres, donc aujourd'hui c'est 1 300 000 euros, c'était en 2018. On a à peu près 20 à 30% de notre chiffre d'affaires qui se fait via nos experts, donc c'est-à-dire les animateurs qui viennent chez nous et qui sont ambassadeurs de la marque. Les animateurs, ce sont des couples qui ont déjà... Alors non, les couples sont ceux qui tiennent nos maisons, puisqu'on a aussi un modèle un peu particulier. Les animateurs sont ceux qui vont venir former les entreprises sur des sujets, donc sont des experts sur tel ou tel sujet. Et on va dire... Souriez, vous êtes filmés. Ils savent... pas s'en empêcher, PPC. Hein. Ils savent que quand ils viennent chez nous, ils vont être tranquilles. C'est-à-dire qu'ils vont avoir juste à gérer leur sujet et pas se soucier de est-ce que la salle sera bien mise en ordre, est-ce que je vais bien dormir, est-ce que je vais bien manger, est-ce que la technique va fonctionner. Et au-delà de ça, on a un peu créé... ce qu'on appelle chez nous l'esprit de famille. Et cet esprit de famille il va se répercuter aussi assez naturellement dans leur prise de parole. Ce sont des gens qui ont une forme d'influence puisqu'ils sont experts sur leur sujet, donc suivis par un certain nombre de personnes sur les sujets dont ils ont la charge, je dirais. Donc voilà, ça je vous disais, c'est à peu près 20%. Et le reste, alors ça fait un peu petit livre rouge, mais ça vient vraiment des participants chez nous. On a un taux de satisfaction de 98%. 98%, c'est le travail tous les jours justement qu'on doit faire avec nos talents pour que, tout bêtement, quand ils vont poser quelque chose sur la table, vous le posez avec amour ou vous le posez. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et donc quand vous venez chez nous, vous vous sentez bien, vous vous sentez accueilli, vous vous sentez chez vous. Et c'est ce qui fait qu'on a ces 98%. Donc on a finalement cette base de bouche à oreille assez naturelle qui se fait. C'est pour ça qu'on a une croissance à 2 chiffres tous les ans. On a ouvert 7 maisons l'année dernière, on en ouvre encore 8 cette année. Mais du coup, c'est vrai que nos participants, ils ont aussi envie de s'exprimer sur non plus seulement du bouche à oreille autour d'un café, de la machine à café dans l'entreprise, mais de le partager quand ils vivent le moment dans nos maisons et puis quand ils en sortent aussi. Donc s'ils utilisent les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes, c'est pas la marque qui le fait. Voilà, mais ce qu'on veut essayer de leur donner à disposition, et puis parce que ça va aussi accompagner la marque, c'est leur donner des hashtags, des hats, donc on a un travail à faire là-dessus. Mais déjà, on travaille d'écoute. On sait que la marque est déjà pas mal citée assez naturellement sur les réseaux sociaux. Alors c'est essentiellement Instagram et LinkedIn. On travaille peu Facebook, puisque c'est plutôt un média B2C, bien qu'on ait une petite expérience sur le B2C, mais elle est, on va dire, un peu plus anecdotique. Et puis un peu Twitter, mais voilà. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, votre fondateur qui vient du marketing à la base et qui a répondu à un besoin, en tout cas une insatisfaction en créant ça. Personnel, oui. Voilà, personnel. Et c'est souvent comme ça qu'effectivement naît la créativité de nouveaux concepts. Il n'a pas positionné les réseaux sociaux, en tout cas, comme la première base de recrutement. La base, c'est vraiment human to human. Et alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a aussi mis un mot un peu académique là-dessus qu'on appelle l'empowerment. Mais en fait, il est extrêmement naturel chez nous. C'est n'importe qui a le droit de prendre n'importe quelle décision et il n'y a pas de problème d'argent. Donc, on doit pouvoir satisfaire le client à n'importe quel échelon de l'entreprise. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'échelon en organisation plate, puisqu'on est dans ce qu'on appelle une entreprise humaniste. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, ça fait rêver, pas de problème d'argent. Tu te souviens ce qu'on s'était dit avant la table ronde ? Oui, on se disait qu'il y avait une standing ovation. Il y avait peut-être un chèque de 15 000 € à gagner de la part de Châteauforme. C'est ça. Non, on rémunère en bonbons chez nous. Donc, laisse-nous rêver un petit peu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on fera une standing ovation si effectivement PPC nous fait un show de feu d'artifice à la fin. Restez avec nous. Petite précision, donc effectivement, toute expérience chez Châteauforme est effectivement unique et offre l'occasion de vivre quelque chose de différenciant. Donc vous êtes vraiment sur le marketing événementiel et de l'expérience.
en fait. Ouais, on est sur le marketing de l'expérience et je peux vous partager d'ailleurs parce qu'on fait quand même des tests. On avait fait une opération sur le parvis du CNIT. On avait créé une bulle qui était une ambiance Château-Forme, puisqu'on a évidemment une grande partie de nos clients qui se trouvent là et on avait envie de leur offrir un moment Château-Forme, de venir chez eux, bien qu'on ait déjà une maison au CNIT. Et on avait pris quelques influenceurs pour pouvoir relayer l'événement. Et ça a été un flop, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces influenceurs, ils parlaient pas avec... Alors, ça va paraître un peu bête, mais ils parlaient pas avec le cœur, quoi. Ils relayaient quelque chose. Ils relayaient une opération marketing parmi tant d'autres. Et donc, ça n'a pas marché. Et c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi on capitalise pas sur les gens qui nous aiment vraiment et qui viennent chez nous pour ce qu'on est et pas pour un chèque de 15 000 €. Pas seulement, mais bon, ça peut aider. Seulement. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'effectivement, hier, on parlait d'authenticité sur les réseaux sociaux et c'est quand même... Elle est palpable aussi. Voilà, on le ressent beaucoup et l'amour et effectivement l'authenticité, l'émotionnel, un grand sujet qui est souvent abordé par les personnes autour de cette table, effectivement, fait toute la différence. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur les recommandations à faire ou ne pas faire, mais c'était une expérience très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'un influenceur B2B, Alban Jarry, toi qui en es un, en dehors effectivement de ta casquette professionnelle de 8h à 18h? Alors, effectivement, un influenceur B2B, c'est avant tout quelqu'un qui travaille, donc qui a un vrai job et qui, du coup, n'a pas une disponibilité forcément à toute heure pour toutes les campagnes, etc., pour lesquelles il est sollicité. Si mon ami PPC est à 7h30 sur les réseaux sociaux, c'est pas un hasard, c'est que les influenceurs et les personnes qui sont présentes sur le web d'un point de vue professionnel sont souvent là très tôt le matin ou très tard le soir. Donc 7h30, 9h, c'est un excellent créneau. Sinon, c'est après le dîner et après 22h. Donc c'est un rythme. Ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Personnellement, je ne le ferai pas. C'est vrai qu'il y a une question, excuse-moi Alban, mais c'est vrai sur la tablette, la première question c'était sur ton burn-out possible. PPC, je suis désolée, je ne sais pas qui l'a posé dans la salle. Question, merci. Je ne sais pas. Mais on en parlera. Mais effectivement, à ce rythme, parce que comme ton audience te demande d'aborder un sujet que tu ne connais pas forcément le lendemain matin à 7h30, t'as pas beaucoup de temps. En fait, je vous donnerai les ficelles de comment je le fais. Que je vous donne le secret. C'est juste après, je vous donne le secret. Ouais, juste après. D'accord, super. On reste dans la salle. Alban ? Donc tout ça, effectivement, donc c'est un entraînement, c'est être présent, c'est être là, c'est avoir ce contact humain qui a de l'importance, mais c'est un énorme travail complémentaire et c'est quelque chose donc, qui se fait en plus de son travail et en plus de ses contraintes professionnelles qui sont déjà extrêmement importantes et qui font aussi que on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est salarié d'un grand groupe ou de n'importe quelle entreprise. Donc typiquement, régulièrement, il m'arrive d'être contacté par des marques et c'est vrai que dans la plupart des cas, je refuse parce que ça ne m'intéresse pas et encore plus quand c'est des concurrents du groupe pour lequel je travaille. Donc tout ça, ça met des obligations, ça met des contraintes parce que la visibilité fait aussi qu'avant de publier, il faut faire aussi attention parce qu'on le voit souvent aujourd'hui, par exemple dans le monde politique, tout ce qui a pu être dit dans le passé à un certain instant peut être ressorti des années plus tard, être vu d'une autre façon et donc peut avoir aussi un impact. Donc, faire très attention à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, notamment, on en parlait hier encore, l'exemple du directeur marketing de Nocibé, ça lui a valu son poste. Et surtout dans le monde du B2B, parce que dans le monde du B2B, il ne faut pas jamais oublier que cette présence sur les réseaux sociaux est une présence dans son univers professionnel. Donc quand on est présent sur LinkedIn ou sur Twitter dans un réseau professionnel, c'est-à-dire que tout son réseau professionnel peut voir ce qu'on raconte ou peut voir ce qu'on partage. Donc il faut être extrêmement vigilant, faire attention et gérer ce risque au quotidien parce qu'il a une contrainte et il fait qu'il faut s'adapter à ça. À côté de ça, on peut très bien y arriver et que ça se passe très très bien. Et on a parlé tout à l'heure effectivement de l'UNICEF, donc Eskandar qui intervenait hier va être content parce qu'on va reparler de l'UNICEF. Et c'est vrai qu'aller parler de causes, aller parler sur des entités qui sont associatives dans le cadre de bénévolat, c'est une solution pour des influenceurs B2B pour parler de causes sur lesquelles ils croient et qu'ils ont envie de défendre. Et c'est vrai que l'UNICEF, par exemple, peut être une bonne solution, participer à des campagnes de l'UNICEF, mettre en avant ce type d'organisation est extrêmement profitable pour cet organisme parce qu'à la fin, il faut savoir que ce que va chercher une marque quand elle va contacter un influenceur, c'est avant tout sa cible de lecteurs.
Donc typiquement, quand je suis ambassadeur de l'UNICEF et quand du coup je mets du contenu en avant de l'UNICEF, c'est parce que l'UNICEF c'est aussi qui va accéder à la fois sur mon réseau, dans Twitter ou sur LinkedIn, donc potentiellement à des personnes qui travaillent dans le même univers que moi ou dans des univers assez proches et sur lesquels ils vont pouvoir passer des messages. C'est aussi le sujet de ce salon, puisque sur l'édito que vous pouvez voir dans le catalogue du salon, c'est le Smart Marketing to make the world a better place. Donc en fait, effectivement, on comprend aussi que votre responsabilité à tous dans la salle en tant que communicants, marketeurs, influenceurs ou digital personnes du digital, professionnels, vous avez tous effectivement une responsabilité pour pousser des messages qui sont des messages cohérents avec les valeurs, soit de votre marque, soit de vos propres valeurs. Après, j'en parlais hier soir avec une des fondatrices du groupe des Digital Ladies. Elle m'expliquait que de toute façon, dès lors qu'elle va participer à cette association et participer à cet événement autour de l'association des Digital Ladies, donc qui ont pour vocation de rendre les femmes plus visibles dans le digital et dans la tech, ça va être des jours de vacances, ça va être des jours d'absence, elle va gérer ça sur son temps personnel. En fait, effectivement, si vous avez une activité extra-professionnelle qui est cohérente avec votre valeur, déjà, il ne faut pas que ce soit en concurrence avec votre activité, mais également aussi donner du sens et le faire pendant ces heures qui sont extra-professionnelles, bien évidemment. Sinon, ça fait des conflits d'intérêts. Merci beaucoup en tout cas, Alban. Et après, peut-être pour prendre un exemple d'une marque qui, elle, fait appel à des influenceurs B2B qu'il avait fait il y a 3-4 ans. Par exemple, donc, il y a Microsoft qui l'avait fait dans le cadre de ses promotions sur la Surface, qui est allé chercher du public professionnel pour pouvoir participer à des vidéos qui faisaient la promotion de ces équipements, qui montraient dans un cadre professionnel comment ils pouvaient être utilisés. Et c'est là où on voit aussi l'impact entre cette marque qui cherche des réseaux et de la visibilité dans des réseaux de professionnels et qui lui permettent de l'atteindre par des campagnes de publicité. Intéressant. Très bien. Qui dans la salle utilise des influenceurs en B2B? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, donc il y a un potentiel de progression assez important. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, l'influence sur le B2B, c'est encore pas très utilisé en France. Ça l'est beaucoup plus sur d'autres pays comme les États-Unis. Il pourrait y avoir amené des délégations depuis 20 ans sur les principaux salons du marketing. Je peux vous dire qu'effectivement, l'influence, c'est un vrai sujet et ça marche très très bien, notamment dans cette partie très professionnelle. PPC, donc explique-nous toi ce que tu fais, notamment sur la partie vidéo. Je te laisse la manette. Secret. En fait, c'était très bonne la question sur le burn-out. En fait, il faut revenir à pourquoi je l'ai fait. En fait, j'ai essayé de le faire pour une bonne raison. J'en avais envie. Et donc, je pense que quand on démarre quelque chose avec une folle envie, ça change tout, en fait. Et j'avais envie de tester ce rythme, de tester cette conversation géante tous les matins. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis mis. Et puis, j'ai aussi démarré par un... Vous savez, le truc auquel on ne pense pas souvent, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de se démarrer par les moyens, etc. Non, je me suis dit, c'est quoi le why? Pourquoi tu vas faire ça? Et à quoi ça sert? Et il y a un truc que j'ai trouvé... Vous avez entendu parler de l'électronisme, ce sujet, ces 12-13 millions de personnes en France qu'on appelle des illettrés du numérique, c'est-à-dire qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas tous les mots qu'on utilise tous les jours en tant que marketeur ou communicant ou spécialiste du e-commerce. Il y a 13-14 millions de personnes qui sont juste à la ramasse, c'est-à-dire qui n'en ont pas les codes, qui n'en ont pas l'usage. Comment on les aide dans ce monde qui se digitalise plus? Ça, c'est mon why, c'est-à-dire comment on fait pour donner des clés de compréhension au plus grand nombre. Voilà, donc quand on a une folle envie et un why, ça aide déjà à dépasser beaucoup de choses. Donc j'ai créé ce podcast, voilà, un peu bizarre, hein, parce que les conventions, vous savez, sur un podcast, c'est que soit c'est du surgelé de la radio, voilà, donc on a des super émissions de radio et puis ils en font du surgelé qu'on peut réécouter dans le métro ou même en nageant. Soit vous avez des podcasts natifs, c'est-à-dire que ce sont des auteurs, des créateurs qui se mettent à faire du podcast et qui font des contenus de très bonne valeur. C'est ce qu'on appelait il y a quelques années des blogueurs, en fait, mais ils le font avec de l'audio. Et je me suis dit, il y a peut-être une troisième catégorie, c'est de faire du podcast live, conversationnel, interactif et super collaboratif avec l'équivalent de cette salle tous les jours.
Et cette idée t'est venue tout seul, entre guillemets, tu n'avais pas vu un exemple qui t'a inspiré? Non, je n'avais pas vu ce mouvement-là. Il y avait une opportunité technologique. C'est Twitter qui a sorti cette fonction-là en bêta au mois de juin. Et bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il y a peut-être un comment le faire avec ça. Mais tu le fais pas sur Twitter, tu le fais sur... Alors, je le fais sur Twitter. C'est en live tous les matins sur Twitter. Et donc, le sujet, c'est qu'on enregistre ce podcast sur Twitter en audio. Et après, il part sur les plateformes traditionnelles de podcasts, Apple, Google, Spotify et autres. Et donc, c'est un contenu qui est enregistré avec les personnes qui sont en direct sur Twitter. Voilà, j'ai dû faire cette jolie slide qui résume un peu le why. C'est un parti en se disant, finalement, on a ce sujet d'intelligence collective qui sera toujours plus fort qu'une intelligence individuelle. Et le vrai sujet, c'est de partager cette intelligence collective. Comment tenir le rythme quand vous démarrez comme ça? Alors déjà, j'ai démarré en version 1.0, c'est-à-dire que je me suis lancé parce que sinon, j'aurais eu toutes les bonnes occasions de dire tu vas attendre d'avoir trouvé ton concept parfait pour pouvoir le lancer. Donc je suis rentré dans une logique un peu, que certaines startups appelleraient de l'agilité, c'est-à-dire que on se lance, on se jette, c'est pas parfait, c'est super perfectible, ça l'est encore largement aujourd'hui. Ne sois pas trop modeste quand même. Mais on va aller itérer, et le fait d'itérer et le fait d'avoir des retours et d'avoir des feedbacks va vous permettre d'améliorer un tout petit peu en fonction des utilisateurs. Et ça change tout. Et alors moi, mes sprints, en fait, c'est tous les jours. C'est-à-dire que j'ai 24 heures pour revenir et réaméliorer le sujet avec des erreurs, des trucs qui ne vont pas, des bruits qui ne vont pas. Donc on s'équipe, on démarre sans micro puisque ça se fait avec juste un smartphone dans la rue. Ah oui, en fait j'ai aussi eu un truc, c'est que je suis allé chercher dans du temps. C'est-à-dire que, évidemment, les journées ne sont pas... Je suis un peu comme toi, Alban, hein, on a plein de sujets, plein de boulot. Donc je suis allé chercher pour la régularité, le seul créneau que j'avais, c'était mon temps entre chez moi et mon boulot. Donc je me suis dit... Sur ta mobilité en fait. Ouais, je me suis dit je vais chercher ça dans mon temps de mobilité. D'abord ça va me faire marcher, donc ma femme va être contente, ça va me faire des calories en moins. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et donc je vais prendre dans ce temps-là, finalement en refaire un temps utile pour pouvoir que ça rentre, parce que sinon ça rentre pas. Donc je suis dans la rue, je suis avec 2 smartphones, avec 2 micros, je marche en essayant de ne pas me faire écraser. Et puis par la récurrence, il y a des trucs assez rigolos. Généralement, j'ai une mobilette qui arrive à peu près à un moment là, puisque c'est des routines en fait. Vous avez des mobilettes, il y a des camions, il y a des voitures. De temps en temps, j'ai les pompiers. Mobilette, quand c'est la grosse on le dit toujours ce mot? Excuse-moi. Ça donne un âge, merci. C'est vrai. Si, des mobilettes. Non, si, il y a une 50 SP qui passe. Voilà, bref, il y a cette régularité. Vous connaissiez le mot mobilette? Levez la main. Ouais. Merci. Tu vois, moitié de la salle qui ne connaissait pas. Et ceux qui n'ont pas levé la main, ne mentez pas. Vous connaissez le mot mobilette. Merci beaucoup. Donc il y a vraiment ça. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'au début, se dire c'est tous les jours et tu vas... Alors oui, j'ai complexifié un peu le truc, c'est-à-dire que c'est les auditeurs du jour qui proposent le sujet du lendemain. Bah oui, ça sinon c'est pas facile. C'est-à-dire que d'abord parce que si c'était mes sujets, ça serait pas intéressant. Hein, au bout d'un moment, j'aurais saturé. Donc je préfère que ça soit l'audience qui propose le sujet du lendemain et c'est l'audience qui vote pour le sujet du lendemain. Et là, il y a un moment où le sujet qui est proposé, vous n'y connaissez rien du tout. Et ouais. Oui, il y a plein de sujets, on n'y connaît rien. Je me souviens de t'avoir proposé le sujet GovTech sur le gouvernement tech. J'ai été surprise, effectivement. Je pensais que beaucoup de gens le connaissaient. Surtout qu'il y a eu un salon à Paris au mois de mai, enfin un événement. Mais non, c'était une découverte et tu as réagi très rapidement et positivement. Et là, il y a un truc magique, c'est qu'en fin de compte, vous démarrez tout seul et il y a une communauté qui s'est créée. Il y a 25 personnes, à peu près, 25-30 personnes qui sont un peu mon comité de rédaction, qui sont des sachants qui viennent de la France entière, qui ont des métiers extrêmement différents. Certains sont des garde-fous en disant « Attendez, là c'est novlangue, expliquez plus ce terme techos parce qu'on n'y comprend rien, donc remets-le en français, ça serait pas mal. » Et en fait, toute la journée, ils envoient de l'information. Ils m'envoient de l'information en message privé sur Twitter, parce que moi, j'ai pas le temps de faire ça toute la journée. Et donc, ça donne des sujets, et on discute en message privé, dans des groupes privés, sur quel angle on va donner au sujet du lendemain. Et ça, c'est un super truc, c'est-à-dire tout d'un coup, vous avez un comité éditorial qui s'est formé autour de vous. Et puis, il y a une récurrence, et puis il y a des gens qui viennent, et puis vous apprenez finalement à reconnaître ces 200 personnes qui viennent chaque jour. Aujourd'hui, le podcast marche plutôt pas mal. Tu voulais des chiffres, on en est à 160 000 écoutes pour l'instant, donc c'est pas mal. On a 140 sujets extrêmement différents. Allez voir sur les plateformes de réécoute, vous verrez, ça traite de tout.
ces sujets du numérique. Et l'avantage, je pense, du podcast, c'est qu'on peut l'écouter peinard et sans dire à personne qu'on ne connaissait pas, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est un. Oui, mais on est repéré quand même, parce que quand on arrive le sur matin... sur Apple, personne. Sur l'Apple, non, pour la on réécoute, non. Mais quand on arrive sur la plateforme le matin, tu salues. Et je salue, je reconnais. Et ça aussi, c'est une récurrence, c'est-à-dire que c'est fantastique et c'est ce qui donne une énergie de dingue. C'est que les gens sont connus. Et j'en profite d'ailleurs parce qu'après, on connaît sa communauté pour souhaiter un très bon anniversaire à Martine qui est là. Elle peut lever la main, Martine. Happy birthday, allez, tout le monde, bon Martine. Anniversaire à Martine quand même parce que c'est important. Happy birthday. Tout le monde 1, 2, 3. Happy birthday, Martine. Lève-toi, Martine, c'est plus sympa quand même. Lève-toi, voilà, merci. Martine. Ouais, vous pouvez l'applaudir, Martine. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ouais, c'est fait. Non, et ça c'est important. Et donc, vous voyez, moi je l'ai fait en fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai pris le seul créneau qui était pour moi, donc c'est le contre-intuition du marketing à 7h35. Mais qui va écouter les trucs? Vous avez tous à vous occuper, à partir, à vous habiller. Alors, je sais qu'il y en a qui m'écoutent sous la douche, parce que j'ai des messages aussi privés, donc ça arrive. T'as pas des webcams par ton Non, alors téléphone. je tente de développer quelque chose qui permettrait effectivement d'avoir un retour vidéo. Mais les résultats, en fait, c'est une super communauté. Tu peux nous montrer la slide? Ouais, j'ai mis quelques verbatim magnifiques, quelques-uns, il y en a plein. Hein, c'est-à-dire que c'est cette communauté qui est là chaque jour. Et puis ça change, ceux qui peuvent là, certains m'envoient des messages gentiment en disant je suis désolé, je peux pas être là, demain j'ai un truc. Enfin, c'est juste fabuleux, mais c'est fabuleux, hein, c'est incroyable. Donc c'est cette communauté, c'est ce comité de rédaction qui est juste extraordinaire et qui vient de tellement de secteurs différents que petit à petit, ça nous permet dans les recherches, dans les thèmes, de sortir de nos propres bulles. Vous savez, les bulles dans lesquelles on est enfermé par ces algorithmes. Le fait d'avoir multiplié ces personnes qui viennent d'endroits différents, qui sont de villes différentes, qui ont un passé différent, qui ont d'expériences différentes, tout d'un coup, ça amène quelque chose où on prend un peu de hauteur sur les sujets, avec des angles de vue intéressants. C'est cette bibliothèque magnifique, 140. Demain, on est sur le 141e épisode. C'est tous ces remerciements qui, moi, me font un chaud au cœur, mais incroyable. C'est-à-dire que c'est juste magique. C'est-à-dire que quand vous avez, parce qu'on peut avoir des coups de mou, ça arrive hein, tous les matins. Des coups de mou. Oui, ça donne aussi un âge, merci. C'est sympa. Faut arrêter avec les mobilettes. Et donc ça fait du bien. Et puis il y a de temps en temps des surprises. Régulièrement, je suis dans le top 10 techno de chez Apple. Donc là, vous dites incroyable. Moi, je ne savais pas faire de podcast il y a 8 mois. Et puis le truc, tout d'un coup, ça part. Ça, c'est beaucoup de magie. C'est ce plaisir tous les matins. Et puis cette communauté qui grandit petit à petit. Et je pense qu'on est sur un temps long. Moi, je ne le fais pas pour l'audience, je le fais pour avoir un contenu et essayer de le donner au maximum de personnes. Donc, c'est l'envie et c'est le pourquoi. Et c'est peut-être, mais ça, on en parlera peut-être après, c'est les conseils pour les marques, quoi. On va en parler juste après. Mais c'est ce que tu redonnes, c'est donnons-nous du temps long et essayons pas de faire des coups. Ça ne sert à rien, les coups. Alors, merci PPC. Effectivement, les conseils pour les marques. Donc, je souhaitais rebondir sur cet exemple aussi pour citer également l'exemple de Chantal TV, qui elle aussi communique, mais alors hors de France. C'est très marrant parce qu'elle a bonjour de Seattle, bonjour de Washington, bonjour de Russie, bonjour de Pologne, bonjour de Chine, etc. Et c'est très interactif et effectivement, l'audience est là au rendez-vous et c'est la régularité et la qualité du contenu qui font la différence. Tu parles des marques. Il y a un entrepreneur qui est donc le fondateur du slip français qui s'est mis aussi à faire des podcasts et notamment sur les conseils aux entrepreneurs. Il y a la fondatrice de Gemio dans les bijoux qui a aussi mis en place un podcast. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de donner du fond et de passer du temps à partager des conseils. Je ne sais plus comment s'appelle son podcast, mais elle s'y est mise aussi. Donc c'est un phénomène qui est de plus en plus important et notamment le conversationnel. On en parlera aussi demain matin. C'est un sujet qui est très d'actualité. Pour revenir au smart, en quoi tu as l'impression au niveau de groupe Château Forme de changer le monde et changer effectivement également les pratiques du marketing ? Je pense que les pratiques du marketing, elles ont été changées avant que le mot RSE n'apparaisse par Jacques Horowitz quand il a créé son entreprise. Il avait des fondements marketing qui, de toute façon, il était professeur en marketing, donc déjà c'était sa base de travail, mais c'est plus dans la manière dont il a créé son entreprise qu'il a vraiment révolutionné les choses avec ce dont rêvent toutes les entreprises aujourd'hui, qui est cette fameuse organisation plate, le pouvoir au talent, voilà. Donc
j'ai envie de dire, moi, j'ai pas l'impression de le révolutionner, le marketing jeune fait, finalement, qu'appliquer ces règles tellement précieuses qu'il nous a données en commençant. Et pouvoir déjà permettre à nos talents de partager ce que eux vivent de bien, parce que le RSE, c'est pas juste consommer moins, ou voilà, c'est le bien-être des gens dans leur entreprise. Ça fait partie du RSE. Donc si déjà on peut partager ça tous les jours, c'est aussi la capacité, je vous parlais du taux de satisfaction qu'on a dans nos maisons, c'est le fruit de l'écoute de nos clients permanents. C'est-à-dire que l'entreprise n'a grandi que sur la base des demandes que nous faisaient nos clients de on aimerait vous êtes à la campagne, on aimerait vous trouver en ville, vous êtes en ville, on aimerait vous trouver en Allemagne, vous êtes en Allemagne, on aimerait vous trouver en Italie, etc. etc. Et là aussi, en fait, on les écoute et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent beaucoup, parce que tout le monde est extrêmement sensibilisé à ça, c'est on veut plus trouver de plastique dans vos maisons, on veut que les tables soient plus healthy, on veut que les salles soient équipées de techno mais pas énergivores, etc., etc. Voilà, moi le marketing, il me sert à ça, il me sert à écouter la voix de mon client et à pouvoir le mettre en œuvre avec les talents dans les maisons. Donc évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais en revanche, ce que je pouvais faire avant avec ce qu'on appelle les billets doux qu'on remet à nos participants à la fin de chaque séminaire pour justement avoir ce feedback que l'on appelle un cadeau chez nous, aujourd'hui je le fais avec de la data à une plus grande échelle. Je le fais sur du verbatim, donc je me sers de la data pour ça. Et quelque part, voilà, la data, elle est énergivore, mais par contre, ça me permet de l'être moins dans mes maisons et de pouvoir mettre en œuvre des choses qui sont le plus RSE possible. Et le fameux concept de la symétrie des attentions développé par Thierry Spencer et l'Académie du service qui anime les conférences de stratégie client en parallèle de e-marketing. Intéressant. Alban, j'ai une question pour toi. Enfin, il y en a même deux, en fait. Question très intéressante. On dit, quelle est la différence entre un influenceur B2B et un lobbying, un lobbyiste, en fait? Y en a-t-il? Le lobbyiste, c'est vrai que je vois plutôt ça dans la sphère politique avec des envies de faire passer des idées auprès de l'Assemblée, auprès d'un certain nombre de personnes. Et puis, il y a un côté qui peut être assez obscur dans le lobbyisme. Enfin, c'est un métier. L'influenceur, c'est pas un métier. C'est quelque chose qui, je suis tout à fait d'accord, c'est quelque chose qui vient en plus, c'est quelque chose qui effectivement participe à faire passer des idées. Je me retrouve beaucoup dans ce que disait PPC tout à l'heure, c'est l'influence, c'est aussi comment on va collaborer avec les autres, comment on va être dans des sphères effectivement qui vont se constituer les unes derrière les autres, et c'est comment on va arriver à découvrir chaque jour des nouvelles opportunités ou des façons de se lancer. Sur le même mécanisme que PPC, quand j'ai fait mes livres blancs, c'était sans y penser au préalable, c'était en me jetant à l'eau et en enchaînant finalement ce relationnel. Je suis en train de me demander dans combien de groupes ce matin l'anniversaire de Martine a été fêté, parce que dans les groupes aussi, sur mes livres blancs, ça n'a pas arrêté pour souhaiter l'anniversaire de Martine. Donc je pense que, à mon avis, il y a eu un gros impact. Donc en fait, l'influenceuse, c'est elle ce matin. Et puis c'est chaque année son anniversaire en plus. En plus, ouais, c'est bizarre. Et puis si on fait dans la salle, tout le monde a un anniversaire aussi à fêter. Donc on va pouvoir aussi s'enrichir nos bases de données pour fêter les anniversaires, ce que fait très bien Yves Rocher. Pour revenir au conseil que tu souhaitais donner tout à l'heure, PPC, donc quels sont les conseils directement pour les marques ? Sachant qu'on ne peut pas tous être des influenceurs non plus, mais on peut tous bien savoir utiliser le pouvoir des influenceurs. Ouais, moi, je pense qu'une marque peut devenir influenceur, mais à condition de pas, ce ne soit pas l'objectif, en fait. Je pense qu'il faut revenir sur le sens. Moi, j'ai beaucoup aimé vos différents témoignages sur à quoi on sert, en fait. Et si on part sur le à quoi on sert et le pourquoi, c'est pas mal. Et je pense qu'en faisant ça, on va peut-être vers une approche beaucoup plus sereine, paisible sur la durée de la relation qu'on peut avoir avec son audience et autres. Et ça pourra peut-être enlever... moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de DIRCOM, j'en côtoie pas mal, qui sont quand même dans j'achète de la vue, j'achète du like, parce que c'est super important. Pourquoi? Alors, ils ne savent pas dire pourquoi, mais parce que ça fait super bien dans le rapport qui va être remis à la revue de presse, où ça fait plaisir au patron. Mais en fait, ça a généré quoi? Quelle est la part d'amour que ça a généré entre les personnes qui ont vu ça et l'action? Personne ne sait le mesurer.
On ne sait pas, on a fait un trending topic, c'est formidable les trending topics, mais ça rapporte rien, c'est pas le sujet, quoi. Enfin, ça fait plaisir 3 minutes, mais c'est nul. En fait, c'est pas ça le sujet. Jouer sur la durée. Moi, c'est ça, je pense, le conseil, c'est soyez cohérent avec vous-même, soyez exigeant avec vous-même, parce que vos audiences sont exigeantes avec vous-même, et ne lâchez rien, et ayez cette régularité. Là, je pense que la relation avec une marque, ça se construit sur la durée. Et ce n'est pas des coûts, et ce n'est pas une succession de coûts et de communiqués de presse, quoi. Et donc on n'évalue pas la réussite au nombre de followers, ni cet aspect volume. Ce n'est plus la taille qui compte. Ce n'est plus la taille qui compte. Voilà. C'est la qualité du message et la qualité dont il est reçu et compris. Et puis l'effet, effectivement, boule de neige que ça peut engendrer. Et c'est ça la viralité dont on parlait au début. D'accord, donc ça, on était au do et doesn't. Donc j'ai quelques questions qui étaient plutôt adressées à l'Occitane. Donc je suis désolée, elle n'est pas là, mais je vais essayer d'y répondre. Notamment, combien on paye un influenceur chinois et qu'est-ce qui est demandé en termes de partenariat? Alors en termes de partenariat, en général, effectivement, ça passe par des agences d'influenceurs. Il n'y a pas de relation directe forcément avec l'influenceur parce que lui-même, c'est comme un artiste ou un acteur ou un musicien. Effectivement, il a besoin d'avoir quelqu'un qui fasse son intermédiaire quand il est déjà un petit peu connu. Et sur la Chine, effectivement, il faut vraiment voir quelle est son audience, quelle est la communauté qu'il adresse. Par exemple, pour tout ce qui est cuisine, accessoires de cuisine ou lifestyle, etc. On a des influenceurs qui ont des audiences qui sont très différentes. Ça peut être des étrangers, je pense à des Français notamment, qui ont des vrais noms, qui n'étaient pas connus du tout en France, mais qui ont constitué une vraie marque, un peu comme PPC est devenu une marque, donc qui ont vraiment une communauté très forte et une audience régulière et qui s'adressent effectivement à des amoureux des bons savoir-faire, bons outils, etc. et qui vont avoir un potentiel et une portée très forte. Il y a beaucoup d'exemples et également il y a une question sur la partie caritative, en fait. Effectivement, on l'a vu hier, notamment avec UNICEF. Les influenceurs de l'UNICEF, c'est des gens qui ne sont pas payés, qui parfois ont effectivement aussi une agence. On l'a vu avec un certain nombre d'artistes, de champions de judo ou autres que je ne citerai pas, mais ils ont effectivement une certaine forme de valorisation et un bénéfice. Donc c'est win-win pour les deux parties. Alban, en ce qui concerne les B2B, tu peux détailler un peu plus quelles sont les rétributions, s'il y en a? Après, c'est extrêmement variable. C'est vrai que quand il y a des marques qui nous contactent, ça peut arriver soit par des agences, soit par effectivement en direct. Je dirais qu'il n'y a pas d'échelle de prix parce que c'est vraiment de la relation one-to-one et puis il n'y a pas de prix qui circule. Donc c'est très compliqué de savoir exactement. Comme tu l'as dit, pour l'UNICEF, c'est totalement gratuit. Après, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des propositions entre rien, c'est-à-dire 10 € ou gratuit pour pouvoir retweeter des campagnes de marque, ce qui derrière peut avoir de la valeur ou pas. Après, c'est comme le disait PPC, c'est très compliqué à mesurer, à quelques milliers d'euros. Donc c'est vrai que c'est très très variable. Après, ce n'est pas notre job, donc il ne faut pas non plus confondre. On n'est pas des influenceurs B2C. Les goodies attirent l'arigot de marques qu'on ne connaît pas. Bah forcément, ça n'a pas d'impact. On ne va pas aller se passer tous les matins avec PPC à faire des photos de goodies qu'on a pu recevoir, etc. Personnellement, je ne suis pas prêt de le faire, mais après, peut-être que toi tu le fais, mais je pense pas. Je reçois des autocollants, je crois. C'est chouette. Voilà. Mon autocollant, avec les bonbons de Château Fort, mais tes autocollants, tu peux tout mettre dans la mobilette. Mais ce qu'on entend, voilà, ça peut monter à plusieurs milliers d'euros, en tous les cas. Ok. Une autre question de la salle. On va peut-être prendre les questions à l'écran. Si tu peux nous passer une question à l'écran. Non? Techniquement? Elle est là. Elle est là? Non. Le suivant, alors. Si tu peux cliquer. PPC. Non, la dernière question, c'était effectivement concernant les micro-influenceurs. Est-ce que les micros... Donc, elle ne s'affiche pas, je le regrette. Mais en tout cas, la question est sur les micro-influenceurs. Quelle est ta définition, PPC, d'un micro-influenceur?
C'est un peu au-dessus d'un nano-influenceur, c'est ça, non? Oui, c'est entre nano. Non, mais micro. c'est une blague, quoi. D'où on a une histoire on va mettre des tailles d'influenceurs et tout. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Mais on se gourre encore une fois, quoi. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous voulez le faire. Et après, vous allez causer avec les gens qui sont compétents sur le sujet. Mais ces classifications sont juste waouh. Bon, en tout cas, il y en a une là, dans le livre, hein, donc je vous invite à regarder le livre. Mais effectivement, il y a beaucoup de témoignages aussi. Et vous êtes dans la salle tous des influenceurs. Donc, en un mot, le dernier, quelle recommandation? Test, learn, go? En un mot. Marketing égale test and learn. Donc ça, évidemment, je vous invite à le faire. Mais surtout... Ouais, je pense que ça va être le mot du jour. Faites-le avec le cœur et ayez une vision à long terme. Votre marque, elle s'inscrira dans le temps si vous faites des actions qui s'inscrivent dans le temps. Donc oui, vous avez le court terme avec votre business et vous avez un chiffre d'affaires à faire tous les jours, mais malgré tout, ce chiffre d'affaires, il va se construire aussi avec les actions que vous allez construire dans le temps. Le dernier mot? Effectivement, voyez le temps et surtout intéressez-vous aux personnes. C'est-à-dire qu'une marque, si elle contacte un influenceur, si elle ne s'intéresse pas à cet influenceur, sur ce qu'il fait, sur ses valeurs, etc., il n'y a aucune chance pour lesquelles ça marche. Il faut qu'il y ait un alignement et il faut effectivement contribuer. Et sur les influenceurs, vous êtes tous et toutes influenceurs. Aidez aussi les personnes qui sont dans le monde du travail à être plus visibles. Il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et par exemple, avec sur Twitter des collectifs comme i4Emploi, participez, retweetez. C'est aussi votre action d'influence qui fait que vous avez des comptes, vous êtes tous influenceurs et mettez en avant des personnes qui le méritent et qui ont envie de retrouver un travail, par exemple. Merci. Alban? Pardon, PPC? Je prends les deux premiers points, le cœur, hein, la régularité et surtout, je pense, prenez des risques. Offrez-vous le plaisir de faire un pas de côté, de tester des choses nouvelles, de goûter. Et puis, je crois, de faire. Je crois qu'il y a un plaisir à faire. Faire, ça, on a toujours été mis dans des trucs où il faut faire. Faites vous-même, mettez les mains dedans, vous allez comprendre beaucoup plus de trucs. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Et là, ce qu'on va faire tous ensemble, c'est la standing ovation. Oui, debout. Merci beaucoup. On l'avait parié. Il y a peut-être quelqu'un qui va gagner 15 000 €. Merci beaucoup à vous. Vous avez été une super audience. Vous avez beaucoup participé. Et on sera ravis de vous revoir sur les autres conférences de e-marketing cet après-midi sur la data, le GDPR, demain matin sur les innovations et demain après-midi sur le e-commerce et social commerce. Merci encore.